des professionnels du patrimoine, et c'est réellement l'événement fédérateur de la profession. Merci à toutes les associations, notamment, qui sont présentes. Elles nous font confiance. Cette manifestation est la vôtre et elle n'existerait pas sans vous et sans votre capacité à vous côtoyer et à vous challenger mutuellement. Parce que, et pour que Patrimonia soit en phase avec vos préoccupations, nous avons cette année construit le programme avec un comité d'experts, et c'est ainsi qu'a émergé cette année la thématique « Investir pour changer le monde ». Ce n'est pas de l'angélisme, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est une conviction qu'on voulait vraiment partager avec vous et qu'on partagera tout au long de cette manifestation. Rendez-vous notamment cet après-midi à 15h30 pour savoir comment conjuguer rentabilité et utilité pour la société. Alors 25 ans de manifestation, c'est peut-être l'âge de raison, mais c'est surtout pour nous le moment d'un renouveau. Un renouveau qui va s'exprimer de 3 manières cette année. D'abord, avec le retour des formations validantes. Inscrivez-vous au desk formation à l'entrée, il reste encore quelques places. Ensuite, avec le lancement de webinaires qui vous permettront de retrouver une partie des contenus des ateliers de Patrimonia tout au long de l'année et de rester en lien avec Patrimonia. Et puis enfin, avec une volonté que nous avons eue de remettre au cœur de la Convention les 2 professions qui en font l'essence, à savoir les gérants et les CGP. C'est ainsi que je vous invite à nous retrouver demain, à venir assister nombreux à la battle des gérants qui aura lieu à 9h45 et de nous retrouver également l'après-midi à 15h30 pour la conférence des présidents qui échangeront avec vous sur l'avenir de la profession. Je remercie nos intervenants de ce matin qui vont participer au lancement de Patrimonia 2018 et j'appelle d'ores et déjà à me remplacer François Monnier, directeur des rédactions et de la rédaction Investir, qui va lancer cette édition. En attendant, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous quelques chiffres clés de cette manifestation qui représente bien ce qu'est Patrimonia. 300 exposants présents, 7000 visiteurs attendus, 2000 mètres carrés de buffet cocktail, 75 personnes dans les coulisses pour faire que cet événement arrive, 20 millions de pas parcourus tout au long de la manifestation. C'est donc un véritable marathon que vous vous apprêtez à livrer. Merci pour votre énergie, bravo pour votre fidélité. À vos marques, prêts, partez, ou si j'ose dire, à vos marques, prêts, patrimoniers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Patrimonia édition 2018. Nous allons commencer et ouvrir cette édition avec un entretien avec monsieur Augustin de Romanet via Skype. Monsieur Augustin de Romanet est à Paris aujourd'hui. Il doit recevoir dans quelques minutes la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et il nous a accordé quand même quelques instants. Monsieur de Romanet, je vais dire, est-ce que vous me recevez ? Oui. Bonjour monsieur, ça nous fait très plaisir, oui. En tout cas ça me fait très plaisir de vous interviewer pour au moins 3 grandes raisons. Premièrement, vous dirigez le groupe ADP, Aéroports de Paris, un groupe détenu par l'État et qui a la particularité sous votre présidence d'avoir créé beaucoup de valeur. C'est plutôt rare, j'ai envie de dire, pour une entreprise publique, puisque depuis votre présidence, depuis 6 ans, votre capitalisation boursière est passée d'un peu plus de 5 milliards à près de 20 milliards. Bravo. La deuxième raison, c'est que dans une autre vie, vous avez dirigé la Caisse des dépôts et que vous avez investi massivement en région. Les régions, vous les connaissez, vous les avez sillonnées. Et la troisième raison, c'est depuis quelques semaines, eh bien, vous dirigez, vous présidez Paris Europlace. C'est une organisation qui fédère l'ensemble de la communauté financière, les investisseurs, bien sûr, les assureurs, les banques, les intermédiaires financiers. Et donc, vous avez une vraie vision
de ce qu'est aujourd'hui la finance en France, ses forces, ses faiblesses. Alors, Monsieur de Romanet, j'aurais une première question. De par votre position et de par votre parcours, quelles sont aujourd'hui les forces de la finance en France, sachant que Patrimonia, c'est le grand rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine? Alors, bonjour François, bonjour à toutes et à tous, et pardon d'être si loin, mais malheureusement, les voyages m'ont interdit d'être à Lyon avec vous. Alors, quelles sont les forces de la France? Je ne me suis pas limité aux forces de la finance, parce que je crois que collectivement, nous sommes dans un pays magnifique, et nous devons être conscients de ce que notre pays a des forces de diverses natures, la première étant démographique. Avec environ 1 million de Français supplémentaires tous les 3 ans, la France est le pays en Europe qui a le plus de dynamisme à cet égard, et je crois que c'est un atout. Deuxièmement, nous avons des atouts en termes de formation. Il suffit de parcourir le monde pour voir que nos ingénieurs, nos commerciaux ont une capacité à s'exporter, ont plus généralement une capacité à gérer la complexité qui est très supérieure à celle des autres nations du monde. Alors, ne croyez pas qu'il y a une espèce de cocardisme abusivement patriote. Il y a simplement une constatation que la culture française, la formation des écoles françaises donne des talents particuliers qui sont des atouts. Et j'en veux pour preuve le dynamisme des startups, notamment dans le domaine des fintech. La France compte 750 startups dans le domaine de la finance et ce stock se renouvelle chaque année, attestant de ce dynamisme. Le troisième atout de la France, c'est naturellement des infrastructures de transport. Nous avons le premier réseau d'infrastructures de transport collectif en Europe. Nous avons également, avec l'Île-de-France, le troisième marché mondial d'immobilier de bureaux. Et puis, nous avons ce projet de Grand Paris Express, qui est le premier projet de transport collectif dans le monde. En matière financière, l'atout de la France peut-être réside dans son réseau, dans son industrie de l'asset management. Responsable de Paris Europlace depuis quelques semaines, j'essaye de regarder ce qui fait la spécificité de la France. Et parmi nos originalités, il y a le souci de développer la finance verte et la finance durable et soutenable. Il y a la recherche, et j'essaierai de développer la recherche en économie dans le cadre de Paris Europlace. Et puis il y a aussi notre industrie de l'asset management. Avec plus de 500 sociétés de gestion en France, de toutes les tailles, des plus grandes, avec notamment Amundi par exemple, qui gère plus de 800 milliards d'euros, jusqu'aux plus petites, nous avons un réseau de sociétés de gestion qui offre pour vous, conseillers en gestion de patrimoine, un formidable vivier pour aller chercher des idées. Et aujourd'hui, donc vous venez de nous vanter un petit peu les forces de la France. Quels sont vos projets en matière d'innovation pour encore améliorer la recherche en France, la recherche en matière financière? Alors, un des objectifs que nous poursuivons au sein de Paris Europlace, d'ailleurs, nous le faisons en liaison avec les régions. J'ai été heureux de découvrir, en prenant la présidence de cette association, que nous sommes en liaison avec une douzaine d'associations régionales qui représentent les places financières d'un certain nombre de métropoles, et pas uniquement les métropoles qui possédaient des bourses, qui ont possédé des bourses ou qui possèdent aujourd'hui des bourses. Donc nous avons une liaison avec une douzaine de places financières régionales, principalement pour développer la culture en action. Vous savez, la France est un pays particulier qui, au contraire de l'Allemagne, n'a pas développé une culture de la PME prospère. Lorsque je demandais à l'ambassadeur d'Allemagne il y a quelques années pourquoi il y avait en entreprise un Mittelstand très puissant, vous savez, ce réseau d'entreprises de taille intermédiaire, elles sont 17 000 en Allemagne, pourquoi ils avaient ce réseau alors qu'en France, nous n'avons que 4 700 entreprises de taille intermédiaire, dont seulement un petit millier d'entreprises intermédiaires de nature industrielle. Et il me disait, en Allemagne, sous le Saint-Empire romain germanique, nous avions 600 princes. Chaque prince avait 2 objectifs, les universités pour le prestige et les PME pour les recettes fiscales. En Allemagne, il était important pour les élites locales d'avoir des PME qui soient prospères. En France, en revanche, malheureusement, dès que vous réussissiez, vous montiez à la cour pour vivre de vos rentes et la richesse n'était pas promue, la richesse n'était pas encouragée. Et donc, nous n'avons pas une culture du développement des entreprises, notamment dans les régions. Nous avons des grandes entreprises du CAC 40, certes, mais nous n'avons pas
de tissu d'entreprise suffisamment dynamique. Et c'est une des raisons pour laquelle, et je ne veux pas trop développer parce que je serais très vocal, mais je crois qu'il faut développer la culture des actions en France, il faut développer la culture des fonds propres, il faut développer la culture des actions en région. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Paris Europlace a développé, a proposé au ministre Bruno Le Maire, qui a lancé dans le cadre de la loi Pacte l'initiative Entreprise en action. Nous avons proposé une initiative Action en région, dont vous entendrez parler dans les semaines qui viennent. Et par ailleurs, il faut aussi développer la recherche. Vous le savez, depuis janvier dernier, avec la directive MIFID qui est transposée en droit français, la recherche doit être obligatoirement financée par les investisseurs. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus financer les PME, la recherche sur les entreprises de taille petite et moyenne, on ne peut plus la financer en mutualisant avec la recherche sur les grandes entreprises. Et donc, nous avons un effort pour maintenir un réseau d'analyse financière sur les petites entreprises, dans la mesure où là résident probablement beaucoup de gisements d'investissement très profitables. Et j'en terminerai par là, mais vous le savez, si vous arrivez à détecter une PME dont le cours progresse de 7% par an, vous arrivez à quadrupler votre capital en 20 ans. Et donc, je ne saurais trop inviter tous les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent à pouvoir instiller, entre guillemets, dans les portefeuilles de leurs clients, des petites doses d'actions qui permettent, d'une part, en prenant des risques mesurés, d'améliorer sa culture financière, puisqu'on s'acclimate aux actions. Il y a trop peu de Français qui possèdent aujourd'hui des actions. Le nombre de petits porteurs a été divisé par 2 depuis 10 ans, et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie française. Donc je ne saurais trop vous recommander à mettre un peu d'actions dans les portefeuilles de vos clients. D'abord, parce que ça améliore leur culture financière, et ensuite parce que ça peut fortement dynamiser les revenus de leur patrimoine. Je suis 100% d'accord avec vous au sujet de la performance, mais quand même, en France, il y a un vrai mal, un mal français, c'est le zapping. Le zapping en matière de réglementation et en matière de fiscalité. Donc quand vous êtes un conseiller en gestion, on peut entendre ce que vous dites. Certes, il y a de la performance sur les actions, mais les actions, c'est du temps long. Mais si on change les règles du jeu tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, ça crée un peu d'instabilité. On n'a peut-être pas forcément envie d'aller dans l'investissement en entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un peu de stabilité, à la fois réglementaire, parce que la réglementation, elle évolue sans arrêt, donc il faut s'adapter, et c'est quand même, ça gêne les investissements, et fiscal. Alors, François, c'est une très bonne question, j'aurais deux remarques. La première, elle va peut-être vous paraître un petit peu provocatrice, mais je crois qu'il ne faut pas, en général, investir principalement pour des raisons fiscales. Je crois qu'il faut vraiment être attentif au fait qu'on n'investit pas, surtout sur le long terme, parce qu'il y a une carotte fiscale. Certes, il faut tenir compte de la fiscalité, mais il y a de trop nombreux exemples d'investissements qui se sont révélés des flops parce qu'ils étaient bâtis sur une carotte fiscale qui a généré un certain nombre de comportements pervers. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est qu'il faut, s'inscrivant dans le temps long, essayer de faire passer l'idée à tous les membres du Parlement que nous connaissons, députés, sénateurs, que la stabilité des règles est capitale, et je pense notamment à une réforme qui vient de survenir, qui est la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire sur les dividendes, qui est une très bonne nouvelle pour les futurs investisseurs en actions, et il est indispensable, si nous voulons que nous développions l'investissement en fonds propres dans les entreprises, si nous voulons faire participer les Français au développement des entreprises sur le plan financier, il faut que cette flat tax puisse connaître une stabilité sur les 10 à 20 ans qui viennent. Et donc, concrètement, je pourrais simplement donner 2 conseils. Le premier, évitons d'investir uniquement pour les carottes fiscales, parce que nous savons que malheureusement, les niches fiscales sont trop mobiles et ça, on n'y peut rien. Mais, enfin, on n'y peut rien. On peut essayer de faire de la pédagogie, mais c'est malheureusement un mal français. La deuxième chose, c'est que sur les fondamentaux de la fiscalité des actions, sur l'existence d'un plan d'épargne en action, sur l'existence d'un plan d'épargne en action PME, sur l'existence d'une taxation flat tax qui soit prévisible, il faut être intraitable vis-à-vis des parlementaires qui votent la loi. Merci beaucoup pour vos remarques, et puis j'espère que vous allez également vanter dans quelques secondes auprès de notre ministre du Travail tous les mérites et tout le travail justement de nos conseillers en gestion de patrimoine. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci et pardon d'avoir été si loin. Merci. On va poursuivre tout de suite avec notre première conférence.
On poursuit tout de suite avec notre première conférence consacrée à l'investissement en entreprise. Et je demande à nos 4 intervenants de monter sur scène. Merci. Ayez une longueur d'avance et développer l'investissement en entreprise, c'est le thème de cette conférence qui va durer un peu plus d'1 heure. Et j'ai avec moi pour en parler 4 experts du domaine. Madame Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants à l'AMF. Monsieur Philippe Audouin, directeur financier d'une société d'investissement qui s'appelle Euraseo, basée aux 4 coins du monde. Monsieur Jean-Marc Boursier, directeur financier, mais également patron de la branche recyclage du groupe Suez, et Monsieur Olivier Goua, président de l'Endix. Si vous voulez bien vous présenter brièvement pour expliquer un petit peu quel est votre métier et depuis combien de temps vous l'exercez, et après on enchaînera tout de suite dans le vif du sujet. Madame Castanet, si vous voulez bien expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui à l'AMF. Bonjour. La direction des relations avec les épargnants à l'AMF, c'est une direction qui a le contact direct avec les épargnants par l'intermédiaire de notre centre d'information du public Épargne Info Service. Et ça, c'est fondamental et ça nous permet de nourrir l'ensemble de la maison, de l'institution, de ces retours du terrain et de la vie de l'épargnant et de l'actionnaire individuel au jour le jour. À côté de cela, nous avons des outils de veille sur la commercialisation qui sont puissants et qui nous permettent de remonter des tendances, voire des alertes. Et nous ne nous privons pas d'alerter sur certains dysfonctionnements et notamment certaines arnaques ou escroqueries. Nous travaillons globalement sur l'observation de la commercialisation via notre observatoire de l'épargne, nos fameuses visites mystères dont vous avez peut-être entendu parler, et nous sommes très attachés à la qualité du conseil via la certification professionnelle que vous connaissez bien également. Merci. Monsieur Audouin. Merci, bonjour à tous. Donc Euraseo, c'est une vieille entreprise fondée en 1881, mais très dynamique. C'est aujourd'hui une des toutes premières sociétés d'investissement diversifiées en Europe. Nous gérons environ un peu moins de 17 milliards d'euros, dont un peu plus de 6 milliards d'euros sur le bilan d'Euraseo et 10 milliards pour le compte de partenaires investisseurs. Nous essayons également, dans l'intérêt de nos actionnaires, mais aussi de nos partenaires investisseurs, de gérer dans la diversité pour réduire les risques inhérents à notre activité. Nous avons aujourd'hui 8 stratégies d'investissement dans 4 classes d'actifs. La première, c'est le private equity. Là, nous investissons du venture jusqu'à la grande entreprise avec certains verticaux. La seconde, ce sont les investissements qu'on appelle tangibles. Ça peut être l'immobilier, mais d'autres investissements de même nature. Le troisième, c'est la dette privée, qui est un secteur en fort développement. Et le quatrième, c'est le fonds de fonds. Tout ça avec des équipes spécialisées. Et effectivement, comme vous le suggériez, nous avons des bureaux bien sûr à Paris, à New York. Nous avons une équipe d'une 20aine de personnes, à Shanghai, à Sao Paulo, à Luxembourg et dans d'autres géographies. Quelques mots juste rapides en fait sur l'ensemble de nos investissements. Depuis 15 ans, on a réalisé un multiple moyen d'environ 2 fois, ce qui se traduit pour nos actionnaires par un retour total sur la même période de l'ordre de 330%, quand le CAC 40 a fait environ 120% sur la même période. Merci. Monsieur Boursier. Bonjour mesdames et messieurs. Un ou deux mots sur Suez. Donc Suez, c'est l'un des 2 leaders mondiaux des métiers de l'environnement. On a la chance d'avoir, comme Augustin Romanet l'a dit, des entreprises puissantes dans ces domaines. Et il s'avère que dans les domaines des services à l'environnement, la France peut s'enorgueillir d'avoir des entreprises très importantes. Suez, c'est 91 000 personnes dans le monde qui travaillent sur 2 thématiques, la gestion de l'eau et de l'assainissement d'un côté, le recyclage et de la valorisation des déchets de l'autre. Nous allons faire cette année un tout petit peu moins de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais on ne se présente pas du tout comme une utility classique. En fait, on est un gestionnaire de ressources rares et on aide nos clients à optimiser leur empreinte environnementale. Donc on essaie de donner une seconde vie à l'eau et à réutiliser les eaux résiduaires. On essaie de donner une seconde vie aux déchets
pour que ça re-rentre dans des cycles de production industrielle sous forme matière ou sous forme d'énergie verte. Voilà. Au sein de la direction générale de Suez, en fait, j'ai 3 grandes missions. La première mission, c'est je suis directeur financier. La seconde mission, je suis le patron d'une des activités du groupe, qui est la partie recyclage et valorisation des déchets en Europe du Nord. Et comme on s'est réparti, chaque membre de la direction générale, des secteurs industriels pour aider nos clients à progresser dans ce domaine, je suis le responsable du développement dans 2 directions, tout ce qui est power, énergie, et tout ce qui est entreprise de construction et de démolition. Voilà. Et par ailleurs, on est dans un domaine où l'évolution de la réglementation est un sujet très important. On essaie d'imaginer un avenir différent. Donc j'essaierai de vous parler de la manière avec laquelle on fait nos choix d'investissement à l'avenir, mais il faut que la réglementation nous accompagne dans ces domaines. Je pourrais vous parler du plastique, où là aussi il y a une formidable transformation. J'ai souhaité être le président des fédérations professionnelles françaises et européennes pour aider les pouvoirs publics français et européens à imaginer l'avenir dans ce domaine. Voilà. Donc on essaie d'imaginer un monde nouveau, mais il faut que les mentalités et les réglementations évoluent à la même vitesse. Monsieur Goua. Bonjour à tous, Olivier Goua, effectivement, donc fondateur de Lendix, qui est une plateforme de prêt aux PME. Je suis sûrement celui qui a le plus besoin de se présenter ce matin, puisqu'on est très loin des 150 ans de Suez. On n'a que 4 ans. Alors non seulement l'entreprise Lendix est jeune, elle n'a que 4 ans, mais notre industrie entière est jeune. Elle n'a que 4 ans également, tout simplement pour une raison qui est la réglementation. En fait, notre métier, c'est de faire du prêt aux entreprises, et avant octobre 2014 précisément, ça tombait dans ce qu'on appelle le monopole bancaire. Donc le fait de prêter de l'argent comme ça, en tant que particulier avec votre smartphone, prêter entre 20 et 2 000 euros, puisque c'est la loi, à des entreprises, c'était tout simplement interdit. C'était même 375 000 euros d'amende et une peine d'emprisonnement. Voilà. Donc ce que l'on fait, c'est une activité totalement nouvelle. Donc je ne pourrais pas aligner des chiffres de track record comme l'a fait Euraseo, j'en serais bien incapable. Donc je vous parlerai plutôt de court terme, mais je vous parlerai en fait beaucoup de futur et d'avenir. Merci. Bien. Donc l'idée, vous avez compris, pendant une bonne heure, on va vous parler d'investissement en entreprise. Mais moi, si j'étais CGPI, est-ce que j'aurais envie d'investir en entreprise? Face à cette question, il y a 2 possibilités. Ou vous êtes convaincu, et vous avez bien raison d'être ici, ou vous hésitez encore, mais finalement, est-ce que vous avez le choix? Il y a quelques années, c'était assez simple de conseiller un client, puisqu'on avait des placements phares, comme l'assurance vie en euros. L'assurance vie en euros, hélas, depuis quelques années, on l'a vu, son rendement baisse régulièrement. Et certains contrats, maintenant, procurent un rendement inférieur à l'inflation. Et résultat, quand on regarde sur le temps long, parce que quand on parle d'investissement, il faut toujours se projeter sur un temps long, une assurance vie en euros, eh bien, sur 30 ans, donc depuis la création du CAC 40, si on veut prendre une base de référence, l'assurance vie en euros, ça rapporte, j'ai envie de dire, seulement du 5,8%, quand en bourse, vous avez des investissements qui rapportent en moyenne à la Bourse de Paris plus de 10%. Vous aviez aussi l'autre possibilité, c'était l'investissement immobilier. Sauf que la réglementation, là aussi, a changé et vous avez l'IFI. Et ça bouleverse aussi la donne. Donc ce matin, on va essayer de vous expliquer en quoi ça peut être éventuellement intéressant. Bien sûr, nous, on est convaincus. En quoi c'est intéressant d'investir en entreprise. Et on va découper notre intervention dans 4 parties. Les 4 P. Quand on investit en entreprise, on investit pour de la performance. Vous êtes là pour conseiller vos clients pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc, on va vous parler de performance. On va vous parler aussi de plaisir. Parce que investir dans une entreprise, c'est un investissement actif, c'est un investissement qui semble opposé à un investissement, j'allais dire, passif. Si on reprend l'exemple d'assurance vie en euros, eh bien, il suffit d'attendre, au bout d'un an, de connaître le taux de rendement et puis après de regarder un petit peu quel est le taux moyen de l'environnement du marché obligataire pour essayer d'anticiper le rendement de l'année suivante. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. L'investissement en entreprise, on va voir, c'est un investissement qui intellectuellement est intéressant. L'investissement en entreprise, c'est notre 3e P, c'est aussi de la pression parce que ce n'est pas un investissement sans risque. Il y a beaucoup de performances, mais il y a aussi des risques et donc c'est important qu'on développe la partie pression. Et puis on va terminer, ce sera notre conclusion, sur le 4e P, le partage. En quoi un investissement en entreprise, eh bien, c'est bon pour, j'ai envie de dire, l'entreprise France. Voilà un petit peu l'organisation de notre conférence. Et je vais commencer avec vous, Monsieur Audouin, pour nous parler un petit peu de performance, puisque vous investissez, j'ai envie de dire,
tous les ans dans des entreprises, vous en rachetez, vous en vendez, vous prenez parfois des participations minoritaires, parfois des participations un peu plus importantes. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre métier? Et puis, comme on est là pour parler de performance, qu'est-ce que vous attendez comme retour sur investissement lorsque vous faites un pari industriel et pas uniquement financier? Avant juste que vous répondiez, je vous recommande de poser des questions avec votre smartphone, c'est possible. Moi, j'ai une tablette et dès qu'il y a une question qui apparaît, je la soumettrai à nos intervenants. Monsieur Audouin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites et puis surtout, qu'est-ce que vous attendez comme retour sur investissement? Alors, bien volontiers. D'abord, sur 30 ans, puisque vous évoquez la statistique, le retour du private equity, d'après la dernière étude pilotée par Ernst & Young, c'est 9,7% par an en moyenne. C'est une performance de très, très bon niveau. Comment est-ce qu'on fait cette performance? Notre métier d'investisseur en private equity, c'est un métier qui se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est la recherche, la sélection, la négociation et la réalisation de l'investissement. C'est évidemment une étape clé. Et ce processus de sélection, vous l'imaginez bien, c'est bien sûr la première étape de la performance qui va suivre derrière. La deuxième étape, c'est l'accompagnement dans le développement de nos entreprises, et j'y reviendrai. Et puis bien sûr, la troisième étape, parce que nous n'avons pas, nous, vocation à nous transformer en groupe industriel diversifié, nous sommes une société d'investissement, c'est de céder cette entreprise à un nouvel actionnaire qui l'accompagnera dans une nouvelle étape de son développement, en le faisant, si possible, au meilleur moment et dans les meilleures conditions. Alors, sur la première étape, on reste très diversifié et on veut rester diversifié. On a néanmoins quelques lignes directrices. Ces lignes directrices, on essaie de chercher plutôt des entreprises qui sauront délivrer de la croissance. Parce que c'est plus facile de créer de la valeur pour nos actionnaires et pour nos limited partners avec des entreprises qui progressent qu'avec des entreprises, bien sûr, qui stagnent. Ça paraît une évidence, mais je crois que c'est très important de le souligner. La croissance de nos entreprises, j'y reviendrai, est très supérieure à la croissance de l'environnement. On regarde aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est dans cette période que nous vivons où on peut penser qu'on est arrivé un peu en haut d'un cycle. Moi, je suis à peu près convaincu que dans les années qui viennent, nos investissements d'aujourd'hui traverseront probablement une correction. Ce n'est pas catastrophique, on y reviendra peut-être quand on parlera des risques, mais donc il faut l'avoir présent à l'esprit. Si l'entreprise existait déjà lors du cycle précédent, c'était un cycle centenaire, alors j'espère qu'on n'aura pas un cycle centenaire tous les 10 ans, on regarde comment elle s'est comportée, et puis on recherche également des entreprises qui ont une vraie résilience. Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup moins d'entreprises résilientes ou d'entreprises contracycliques qu'on veut bien le dire. Mais là, par exemple, on a signé un investissement dans une compagnie d'assurance qui est une très belle compagnie qui s'appelle Albingia, qui a un très haut niveau de fonds propres, donc une très bonne capacité, un très bon potentiel de développement. La deuxième étape, l'accompagnement des entreprises, je dirais que c'est c'est la partie immergée de l'iceberg, mais c'est probablement la plus importante. Chez Eurazeo, nous ne sommes pas un investisseur passif. J'ai envie de dire d'ailleurs que nous ne sommes pas un investisseur financier. Nous sommes un développeur, un transformateur d'entreprise. Et nous avons pour ça des équipes qui travaillent activement, merci beaucoup, aux côtés du management de nos sociétés pour transformer ces entreprises et pour créer de la valeur. On a des équipes pour ça. On a des implantations pour ça. Nos bureaux, par exemple, à Shanghai ou à Sao Paulo, n'ont pas, en tout cas pas aujourd'hui, pas au moment où on se parle, pour vocation d'investir dans des entreprises chinoises ou des entreprises sud-américaines. Ces deux équipes font partie du service qu'Eurazeo apporte aux sociétés du périmètre. On a aujourd'hui une quarantaine de sociétés dans le portefeuille, dont de très belles, comme l'Index, par exemple, mais accompagner leur développement dans ces géographies, parce que ce sont de fantastiques relais de croissance. Et puis, sur la troisième et dernière étape, Eurazeo a une caractéristique particulière dans notre métier, c'est que nous n'avons pas de dette structurelle sur le bilan d'Eurazeo et nous n'en voulons pas.
Donc nous ne sommes jamais obligés de vendre une société, par exemple, pour rembourser une dette, ce qui nous permet d'accompagner nos investissements dans la durée. Ça fait 12 ans que nous sommes le premier actionnaire d'Europecar, par exemple. Nous sommes restés pendant 20 ans le premier actionnaire de Danone. Parfois, c'est plus court, mais on a cette capacité, effectivement, d'accompagner les entreprises dans la durée. Alors, Philippe, vous posiez la question, quels sont nos objectifs de rendement? Nos objectifs de rendement sont proportionnels au risque de chaque catégorie d'actifs. Ça varie entre, je dirais, 10 à 15% sur nos investissements de type immobilier. Donc, c'est évidemment pas juste d'acheter un bien mature et d'attendre que le loyer rentre, parce qu'on ne serait pas du tout à ces niveaux-là. Et ça monte à 25-30% pour des investissements qu'on considère comme un peu plus risqués dans le venture capital ou dans le growth capital, par exemple. Pour nos actionnaires, en fait, notre objectif, c'est de délivrer une croissance de l'actif net réévalué de Razéo, donc la valeur des actifs que nous avons dans notre portefeuille, plus le dividende que nous distribuons chaque année, proche de 15% par an en moyenne. Alors, s'il me reste 3 minutes... Donc c'est un peu plus que l'assurance vie. C'est un petit peu plus que l'assurance vie. S'il me reste 3 minutes, je prends juste un exemple. C'est la dernière session que nous avons faite. Une société française qui est une société de jeux qui s'appelle Asmodée. Peut-être certains d'entre vous connaissent des jeux comme Spot It ou bien d'autres, dont on vend des millions d'exemplaires chaque année dans le monde. Quand nous avons acheté cette entreprise il y a 4 ans, c'était un petit distributeur local de jeux qui faisait à peu près 75% de son chiffre d'affaires entre la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ça n'est plus un distributeur. Asmodée a la propriété intellectuelle de pratiquement tous ces jeux et développe la plus grande partie de ces jeux. C'est devenu une société internationale qui fait 80% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Europe. Et pourtant, en Europe, elle est devant Hasbro et Mattel sur son segment des jeux. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 3,5 en 4 ans. Et nous avons fait un multiple de 4 fois notre investissement en 4 ans. Et la durée moyenne d'un investissement, lorsque vous détectez une entreprise à racheter, vous envisagez de la garder combien de temps? 5 ans, 8 ans, 10 ans ou est-ce que vous fixez un horizon d'investissement? Quand on étudie un projet d'investissement, on est bien obligé d'avoir une hypothèse de durée d'investissement. Cette hypothèse, elle est effectivement autour de 5-6 ans. Après, on reste très flexible. Parfois, c'est beaucoup plus rapide parce que les choses se passent beaucoup plus vite que prévu. Là, on a cédé, par exemple, avant les vacances cet été, une petite société dans le domaine de la tech qui s'appelle PeopleDoc. On a fait 2,4 fois de multiples en 2 ans seulement. Et puis parfois, c'est beaucoup plus long. Donc effectivement, la moyenne, c'est autour de 5-6 ans, mais il y en a qui sont plus courts et d'autres beaucoup plus longs. Très bien. Monsieur Boursier, donc là, on a vu la partie investissement dans le non coté. Suez, bien sûr, c'est une entreprise cotée. Quelles sont les performances qu'on peut attendre d'une entreprise cotée? En fait, j'ai 2 réponses à la question que vous nous posez, François. Il y a d'abord mon rôle comme directeur financier, comment moi j'investis, comment j'alloue les priorités de la maison pour faire en sorte que nos objectifs de croissance soient atteints. Et puis ensuite, c'est comment on finance Suez et comment on trouve de la dette et de l'equity pour accompagner cette croissance, tant il est évident, si j'avais un message à vous faire passer, c'est on a vraiment besoin de vous et on a vraiment besoin de votre soutien pour accompagner la croissance de nos entreprises sur une durée longue. Un groupe comme Suez, ça investit entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros tous les ans dans le financement de projets nouveaux ou de croissance externe pour accompagner le développement de notre groupe. En 10 ans, depuis la mise en bourse, Suez est passé de 12 à 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on était une entreprise essentiellement européenne à l'origine et on a une pondération qui est maintenant très importante puisqu'en fait notre activité est divisée en 3 tiers, 1 tiers en France, 1 tiers en Europe, en dehors de France et 1 tiers au grand international. Donc le rôle du directeur financier, c'est de définir la stratégie, de comprendre la manière avec laquelle le monde de l'environnement va se déformer et essayer d'allouer des priorités d'investissement avec une série de critères financiers, exactement comme Philippe l'a évoqué pour Eurazeo. On définit ce qu'on appelle des hurdle rates, c'est-à-dire que par type de pays ou par type d'infrastructure ou par type de projet, on définit des critères de rentabilité minimum que l'on doit atteindre et ensuite on analyse les différents projets et on se dit en matière de contribution à la croissance du chiffre d'affaires, en matière de contribution aux résultats ou en matière de contribution au cash flow de l'entreprise, est-ce que les différents projets qu'on me présente
sont suffisamment rentables pour que je lui alloue un niveau de priorité important. Et mon rôle, c'est de me dire, voilà, si j'avais 3 projets différents, entre faire de l'eau au Chili, qui est un business régulé extrêmement prévisible, entre construire une usine de traitement des déchets dangereux au milieu du Sichuan ou faire un centre de tri dans cette bonne ville de Lyon, comment j'alloue mes différents capitaux, quel est le niveau de risque que je lui affecte et comment je priorise tout ça dans un ensemble où, reconnaissons-le, les besoins d'infrastructures dans les métiers de l'environnement sont beaucoup plus importants que la seule capacité de Suez à les financer. Donc moi, je ne suis pas un directeur financier qui se dit est-ce que je vais trouver la croissance dans les prochaines années? La croissance, elle existe. Si on réfléchit juste au métier de l'eau et qu'on se dit avec 1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable et 2 milliards qui n'ont pas accès à des services d'assainissement, vous imaginez bien que les besoins dans le monde sont beaucoup plus supérieurs, bien supérieurs à la seule capacité des entreprises privées à les financer. Mais la question pour nous, c'est quels sont les projets viables, quels sont les pays viables, quelles sont les régulations dans lesquelles on peut faire nos métiers. Ça, c'est le rôle du directeur financier, je dirais son rôle interne. Comme vous faites vous priorisez vos investissements, ben nous aussi, on se dit, voilà, dans quel pays veut-on investir pour que les objectifs de rentabilité et de croissance de Suez soient atteints. Ensuite, le deuxième rôle du directeur financier, c'est de se dire, il faut quand même globalement que le financement du groupe soit assuré de manière pérenne. Et dans les utilities, même si je n'aime pas me comparer à ça, mais dans les utilities environnementales et énergétiques, l'accès à des ressources, à des besoins de financement est un sujet très important. Suez, c'est près de 8 milliards d'equity, donc 8 milliards de market cap, et c'est 9 milliards de dettes. Donc on a 17 milliards de bilan à financer. Et donc le recours à vous, le recours à vos recommandations, le recours à des actionnaires individuels est extrêmement important. On peut s'enorgueillir d'avoir chez Suez 250 000 actionnaires individuels qui nous ont suivis depuis une dizaine d'années, qui représentent à peu près 6% du capital. Et quand on rajoute à ça les 30 000 actionnaires salariés qui ont presque 4,5% du groupe, vous voyez que votre contribution, la contribution des particuliers au financement d'entreprises est très importante. Suez a eu une performance qui n'est pas exceptionnelle sur la décennie. Quand on calcule le rendement global en ayant réinvesti l'ensemble des dividendes que l'on a distribués, on a un total shareholder return de 25% sur 10 ans, ce qui est moins que le CAC 40 sur la même période qui a fait 66%, mais qui est beaucoup mieux, et je ne m'en réjouis pas, mais c'est un fait, qui est beaucoup mieux que l'Eurostock Utility, qui regroupe l'ensemble des valeurs environnementales et énergétiques, qui lui, malheureusement, a décru de 17% sur la même période. Donc mon rôle est double, une allocation des capitaux au sein de la maison, et puis trouver les actionnaires et les prêteurs en dette pour accompagner la croissance. Et ce sujet-là est très important, une partie très importante de mon temps est dédiée au financement, parce que les entreprises de notre secteur ont des besoins d'investissement qui sont massifs en equity et en dette, comme vous l'avez compris. Très bien. Donc on a vu l'investissement dans le non-coté, l'investissement dans le coté. On va passer maintenant au prêt aux entreprises. Monsieur Goua, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle performance on peut attendre lorsqu'on prête de l'argent à une entreprise, une PME, une ETI? Alors déjà, à vos souhaits. Alors déjà, je vais paraphraser mon introduction. On est clairement, par rapport au non-coté, par rapport au coté a fortiori, vraiment le représentant de la nouvelle classe d'actifs, puisque dans cette salle, normalement, personne, en tout cas avant octobre 2014, n'a jamais prêté de l'argent aux entreprises auxquelles on prête via l'Endix, c'est-à-dire n'a jamais prêté de l'argent à des TPE, des PME. Encore une fois, ne vous manifestez pas si vous l'avez fait, parce que je vous rappelle que c'était illégal, donc ne dites rien. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a pu prêter de l'argent en tant qu'épargnant à des grandes entreprises. Peut-être que vous avez de la dette Suez, mais prêter de l'argent à des entreprises qui font en moyenne 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque c'est la moyenne des entreprises qui empruntent sur l'Endix, personne ne l'a jamais fait. Pour vous donner quelques noms, quelques illustrés, il y a à la fois bien sûr des entreprises connues qu'on peut venir, mais qui restent des PME. Alain Ducasse a été notre premier emprunteur sur l'Endix, mais pour rester dans le secteur de la restauration, si vous allez au bar, à la brasserie Le République dans le 2e à Lyon, vous rencontrerez un de nos emprunteurs qui est venu il y a une quinzaine de jours sur l'Endix emprunter 450 000 euros pour rénover sa brasserie. Donc ce type de dette, typiquement, personne ne l'a jamais acheté avant octobre 2014. Personne, bien sûr, sauf les banques, mais les banques le faisaient sur leur propre bilan, ce qui fait qu'on n'a pas un historique de performance en tant que classe d'actifs sur ce métier-là. Donc ça appelle à deux choses. Premièrement, beaucoup de modestie dans les chiffres, que je vais pas me défiler, je vais vous les donner, mais beaucoup de modestie dans les chiffres, puisque ce sont des chiffres qui n'ont que 4 ans de recul, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de modestie aussi par rapport à une chose, qui est qu'on n'a pas connu de cycle adverse.
Ça, c'est aussi un point important. Alors, vous allez me dire, je suis très anti-commercial ce matin. Ce n'est pas parce que l'AMF est là, je vous promets. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis qu'on prête aux entreprises, depuis octobre 2014, on a plutôt connu des conditions favorables. Il faudra voir également quand le cycle se retourne, et je partage de ce point de vue-là la conviction de Razéo, c'est que forcément le cycle va se retourner. Donc forcément, les entreprises vont avoir plus de mal à faire face à leurs dettes, c'est assez indéniable. Voilà, alors maintenant je ne me défile pas, je vous donne les chiffres. On a prêté depuis notre premier prêt, donc, alors, la date précise chez nous c'est mars 2015, c'est Alain Ducasse qui traîne le site Lendix. On a prêté 220 millions d'euros à des TPE, PME. C'est un chiffre qui s'accélère assez fortement puisqu'on a mis 28 mois pour prêter les 100 millions d'euros et seulement 11 mois pour prêter les 100 millions suivants. Donc on voit la montée en puissance de la classe d'actifs. C'est en même temps beaucoup d'argent qu'on a rendu à nos prêteurs, puisque quand une entreprise vient emprunter sur l'Endix, c'est vraiment une dette amortissable. Donc tous les mois, l'entreprise rembourse non seulement des intérêts, mais du capital. Et donc ça nous a permis déjà de renvoyer 68 millions d'euros vers nos prêteurs. Ce qui est très important, puisque quand on parle d'une performance, c'est une performance tangible avec du cash qui revient. Ce n'est pas une simple performance où on améliore des valorisations, c'est vraiment du cash sur cash. Et ça a donné, si vous êtes un prêteur bien diversifié, ce qui est un point clé quand vous allez vers ce type de classe d'actifs, c'est un prêteur bien diversifié, c'est techniquement quelqu'un qui aurait décidé de mettre avec son application 20 € sur chacun des projets, puisque c'est le minimum que vous puissiez mettre sur l'Enix, 20 € avec son smartphone sur l'ensemble des 500 entreprises qu'on a financées. Celui-là, net de tout, c'est-à-dire net des défauts, il a précisément 5,14% de TRI. Alors évidemment, 5,14%, et vous l'avez bien dit François dans votre introduction, quand on voit les niveaux des autres placements et la difficulté à obtenir du rendement, vous comprenez que notre difficulté aujourd'hui n'est pas de convaincre des prêteurs. C'est peut-être pour ça que je me permets d'être anti-commercial. C'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, on n'a aucun problème pour attirer des prêteurs sur l'Index. Et d'ailleurs, les prêteurs viennent naturellement et on ne dépense pas 1 € en acquisition de prêteurs. Et nos prêteurs, c'est qui? C'est à la fois des milliers de particuliers qui viennent. On vient de faire un prêt récemment à une entreprise espagnole, le dernier qui date d'hier. On a eu, en l'espace de quelques heures, 3500 prêteurs qui sont venus avec leur smartphone prêter de l'argent. Et aux côtés des prêteurs particuliers, ça a été aussi notre grande surprise, c'est qu'on a eu très peu de frilosité de la part des grands investisseurs institutionnels. Et ça aussi, ça nous a vraiment surpris parce que quand vous lancez quelque chose qui est sur une nouvelle classe d'actifs, le réflexe classique d'un grand gérant est de vous dire... certains d'entre nous connaissent cette phrase, first time team, first time fund, first time everything, je ne mets pas d'argent. Et on a vu arriver des gens comme Groupama, comme Aviva, comme CNP Assurance, comme Matmut, comme la Banque Européenne d'Investissement, comme la BPI, qui sont venus prêter sur l'Index aux côtés des particuliers. Ça, c'était une grande surprise, cet engouement en fait pour l'entreprise. Juste un point, et je terminerai là-dessus sur la performance. Je pense que ce qui est très important, et ça c'est une vraie caractéristique des plateformes de prêt et de l'Index en particulier, c'est qu'on est très attaché à une chose, c'est à la transparence de la performance. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à vous parler de performance et je n'ai aucun problème surtout à vous donner l'intégralité des détails de cette performance. Déjà pour une raison réglementaire. Dans la loi, c'est inscrit que toute plateforme doit donner en accès libre sur sa page d'accueil des indicateurs de performance qui sont normés, qui sont les mêmes pour tout le monde pour faciliter la comparaison des choses. Donc tous les mois, vous avez sur l'Index, en temps réel, mis à jour nos données de performance. C'est très important parce que ces chiffres ils sont vérifiés par le régulateur, que vous soyez régulé par l'AMF ou par la CPR, ils ont le pouvoir de vérifier qu'effectivement vous respectez ces obligations et donc ça renforce la confiance. La deuxième chose, c'est qu'on va même plus loin. Sans être client de l'Index, vous pouvez aller sur notre site et télécharger un fichier Excel dans lequel vous avez l'intégralité des entreprises auxquelles on a prêté de l'argent, leur nom, le montant emprunté, le taux, éventuellement les provisions en fonction des difficultés qu'on a entreprise par entreprise. Et vous pouvez jouer avec autant que vous voulez si vous voulez recalculer des performances et que vous êtes un fanat des maths filles. Vous pouvez le faire et ça on y tient beaucoup parce qu'on a conscience d'une chose, c'est que quand vous êtes en train d'ouvrir une voie avec une nouvelle classe d'actifs, le plus dur c'est de créer la confiance. C'est extrêmement difficile de convaincre les gens de vous suivre. Clairement, on est en phase, on est en train de mener une croisade pour le financement des PME, c'est très compliqué. Et on pense que la transparence, c'est indispensable si vous voulez et réussir à créer cette confiance. Voilà ce que je voulais dire sur la performance. Merci. L'enchaînement est tout trouvé avec vous. À l'AMF, est-ce que la transparence est à la hauteur aujourd'hui en France? Est-ce qu'on parle parfois, il y en a qui peuvent parler de performance brute, performance nette? Et on a une question justement dans la salle, ça fait bien la transition, où on me demande, la clé d'investissement, c'est la transparence de la formation. Comment l'évaluez-vous en France? Les entreprises jouent-elles le jeu?
Sur la transparence de l'information, effectivement, une des missions de l'AMF, c'est la qualité de l'information qui est délivrée, et c'est pour cela que beaucoup d'acteurs sont tous les jours en contact avec nos services. Lorsqu'on parle de rendement, j'aurais tendance à dire, pour l'épargnant, procédons par étapes. D'abord, avant même de se poser la question du rendement, c'est quels sont mes objectifs, quelle est mon allocation et quel est le rendement que je peux en attendre. Si on regarde les objectifs, l'étude patrimoine de l'INSEE, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que les Français ont deux types d'objectifs. Ils ont un objectif de constitution d'épargne de précaution et puis un objectif de préparation de la retraite, donc un objectif de très long terme. Et si on regarde l'allocation aujourd'hui, nous avons 75% de l'épargne financière qui est sur de l'épargne dite sûre, les comptes courants, l'épargne réglementée, l'assurance vie en euros, et sur les investissements dits plus risqués. En fait, on parle d'aléas économiques. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de risque. On a 7,5% de Français qui disent détenir des actions. On peut se poser la question, quand on met face à face ces deux éléments, de l'optimisation de l'allocation, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette allocation est optimisée? Alors, je ne peux pas répondre pour chacune des situations individuelles, mais globalement, ça permet de se questionner, et votre métier est d'accompagner des clients et donc de les aider aussi à se questionner. Se questionner parce que si on est sur du court terme, du liquide, du sûr, on sait qu'on a une certitude, c'est que l'épargne va s'éroder dans le contexte actuel. On a 100 aujourd'hui, demain on aura moins de 100, et après-demain, moins de 100, de moins de 100. Si on est sur des objectifs de long terme, on a intérêt à considérer les classes d'actifs de long terme. Les classes d'actifs de long terme, c'est le marché des actions. Alors, bien sûr, avec une diversification, bien sûr en ayant conscience que si on veut suivre la croissance économique, c'est ce marché-là qui est le mieux calé. Donc là-dessus, ça signifie de s'interroger effectivement sur une allocation d'actifs qui corresponde bien à ces différents besoins, et à ce moment-là, on peut se poser la question du rendement, puisqu'à chaque fois, le rendement va être différent selon les choix personnels que l'on fait entre l'épargne de précaution et l'épargne de long terme. Après, une fois qu'on a parlé de rendement, ce n'est pas tout à fait suffisant, parce qu'il faut parler de performance nette. Et là, j'ai de bonnes nouvelles. D'une part, les frais, depuis 10 ans, ont une tendance générale à la baisse. Donc ça, pour les épargnants, les investisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on a MIF 2. On a MIF 2 qui élargit les obligations, justement, d'information et de transparence. Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce que nous apporte cette directive? C'est que finalement, l'investisseur, l'épargnant, ait connaissance, avant même de souscrire, du coût en montant, donc en euros parlant, mais également de l'impact sur la performance en pourcentage. Donc vous voyez qu'il sera beaucoup plus aisé pour l'épargnant ou l'investisseur de pouvoir évaluer sa performance nette avant de faire le choix de souscrire. Et pour les conseillers en gestion de patrimoine, ils devront être transparents sur le coût du conseil, sur les coûts financiers des placements qui sont proposés, et puis assurer un récapitulatif une fois par an de l'ensemble de ces coûts. On est bien dans le sujet de la transparence qui va aider à faire mûrir tout le monde et à raisonner en performance nette. Bien, merci. Monsieur Audouin, là, j'ai une question pour vous. Comment faire passer les petits porteurs du CAC 40 au non-coté? C'est-à-dire que voilà, on a un investisseur, on veut s'intéresser à du non-coté, comment on fait? Alors il y a... Parce que le côté, je veux dire, c'est assez facile d'y accéder. Le non-coté, c'est un peu plus compliqué. Absolument, mais c'est justement un des intérêts d'une société, pardon, je fais un peu un plaidoyer pro-domo, mais c'est la question. C'est un peu l'avantage d'une société comme Eurazeo, parce qu'au travers d'Eurazeo, on donne accès au non-coté. Eurazeo investit quasi exclusivement dans des entreprises non cotées. On a 3 sociétés cotées aujourd'hui dans le portefeuille, Europcar, Elis et Moncler, mais ce sont 3 sociétés qui étaient non cotées
et que nous avons introduites en bourse comme une étape dans leur développement. Il y a eu, au cours des 15 dernières années, il y a eu une seule exception, c'était le groupe Accor, dont nous avons été actionnaires pendant longtemps et qu'on a bien accompagné dans son développement. Mais Eurazeo, sur les 40 entreprises que j'évoquais tout à l'heure, il y en a 37 qui sont non cotées. Donc c'est l'opportunité, effectivement, d'avoir accès aux entreprises non cotées avec un titre coté liquide, donc un titre qu'on peut acheter, vendre en fonction de ses objectifs ou en fonction de ses besoins. Et puis aussi, et je rebondis sur ce que disait Madame à l'instant, avec toute la transparence d'une société cotée. Et on fait beaucoup d'efforts pour être, comme Olivier, le plus transparent possible, à la fois dans les publications, documents de référence, rapport d'activité, etc. Notre document de référence fait 410 pages cette année. Mais ça, c'est pas très lisible, évidemment, pour des actionnaires individuels. C'est un peu boring. Donc j'ai lancé au début de cette année une espèce de petit canal vidéo où à chaque fois qu'on fait une opération, on fait une courte vidéo. C'est pas moi qui l'a fait, c'est pas Virginie non plus. Ce sont les gens des équipes qui ont été directement en charge de cette opération qui vont expliquer pourquoi on vient de faire cet investissement, qu'est-ce qu'on aime dans cet investissement, quels sont nos objectifs, ou quand on vient d'en vendre un, quel a été le déroulement de l'année. Et puis, j'ai lancé également cette année, pour la première fois cet été, une webconférence pour la présentation de nos résultats semestriels. On le refera bien sûr pour les annuels. Ce qui permet également d'offrir à nos actionnaires individuels la même qualité d'information que celle que l'on peut offrir aux actionnaires institutionnels. Je partage ce que disait Jean-Marc Boursier à l'instant. Pour nous, les actionnaires individuels, c'est très important. Je crois que d'abord, c'est une occasion de partager la valeur que créent les entreprises. C'est une façon d'associer et d'intéresser les personnes, les citoyens à la marche des entreprises. Et puis, c'est aussi une catégorie d'actionnaires qui est fidèle et qui est moins moutonnier que certains grands investisseurs qui ont tendance à se positionner tous en même temps sur un même type de valeur quand il faut y être, et puis qui en ressortent aussi rapidement. Chez Eurazeo, les familles et les actionnaires individuels, puisqu'on a 2 grandes familles au capital d'Eurazeo, représentent plus de 45% de notre actionnariat. Donc c'est évidemment absolument important. J'ai une réaction, Madame Castanet, par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a une personne dans la salle qui vous propose cette remarque. Concernant MIF 2, vu la densité des informations réglementaires, pensez-vous vraiment que cette information soit claire et compréhensible aux clients? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? C'est une bonne question. La découverte du client par les questionnaires de suitability, notamment, j'aurais tendance à dire, c'est quand même du bon sens. C'est quand même du bon sens. Connaître son client, c'est le métier du conseiller. Alors, MIF 2, effectivement, on est dans des négociations à 28, avec des cultures qui sont différentes, écrit les choses. Mais j'imagine que vous le faisiez naturellement, peut-être en formalisant un petit peu moins, mais vous le faisiez. Connaître son produit, ça paraît de bon sens pour pouvoir rapprocher la connaissance du produit, la connaissance du client et donner un conseil adéquat. Donc là-dessus, effectivement, la réglementation précise un certain nombre de choses. Nous allons voir, MIF 2 vient de se mettre en place. Ce qui est important et là où nous sommes vigilants, c'est qu'il y ait bien un impact qui reste neutre ou positif par rapport à des investissements sur des classes d'actifs plus risquées. Et ça, nous le regardons, mais nous le saurons d'ici quelques temps. Très bien. On a vu donc le premier P, consacré à la performance. On va passer maintenant à la notion de plaisir, parce qu'un investissement d'entreprise, ce n'est pas un investissement passif. Avec vous, Monsieur Boursier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est éventuellement intéressant d'investir dans Suez? Qu'est-ce que vous proposez aux actionnaires de Suez? Et j'enchaîne tout de suite avec une question qui nous dit « Que pensez-vous » Attendez, je ne la retrouve plus. Je vous la poserai après. En quoi c'est intéressant et en quoi ce serait un plaisir d'être actionnaire d'une entreprise telle que Suez? Avant de répondre sur Suez, je voudrais faire un commentaire général. Je crois qu'il faut investir dans les entreprises dont on connaît le sous-jacent et dont on aime l'activité. Moi, il me semble que ça me paraît essentiel de se dire j'aime l'automobile, j'investis dans telle ou telle valeur automobile, ou alors j'aime l'espace, j'investis dans telle ou telle entreprise.
Dans les métiers de l'environnement, on a un métier extraordinaire, puisque d'abord on est porté par des méga-trends formidables, l'accroissement de la population, l'urbanisation, la révolution en matière d'environnement, toutes les réglementations sur la protection de l'environnement, et puis j'en profite en tant que manager et j'en souffre en tant que citoyen, la raréfaction des ressources naturelles qui fait qu'on va devoir trouver des solutions pour apporter de l'eau à des populations qui en manquent de plus en plus. Donc, quand on aime ces sous-jacents des métiers de l'environnement et quand on veut une finance responsable, Augustin de Romanet a parlé de finance verte et vous savez que c'est l'un des thèmes favoris du président de la République. On cherche à attirer des capitaux vers des entreprises qui ont non seulement des objectifs économiques, mais aussi des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Et donc, moi, je vous incite à vous interroger sur la qualité. Philippe Audouin parlait de la qualité de la RSE au sein du groupe Eurazeo. Interrogez-vous sur tout ce qui est notation environnementale et sociale. Interrogez-vous sur le rôle des entreprises, non seulement dans leur développement économique, mais également dans la gestion qu'elles ont des écosystèmes pour avoir un rôle responsable. Les métiers de l'environnement sont des sujets formidables. Tout ce qui concourt à donner un avenir différent à nos enfants, dans un moment où on consomme collectivement plus de ressources que la planète ne peut en générer, et un moment où on se dit, si on ne continue pas à se préoccuper de ça de manière concrète, alors je vous assure qu'on va rentrer les uns et les autres dans une phase de décroissance avec des conséquences sur l'emploi tout à fait importantes. Donc la finance verte est un sujet qui me fascine. La création prochaine du CAC 40 de l'environnement, dans lequel on va mettre les 40 valeurs qui ont le plus de préoccupations environnementales et dont je me réjouis que Suez en fasse partie, sera de nature à mettre un focus très particulier sur ces sujets-là. En tout cas, ne regardez pas la performance économique et la performance économique seulement. Évidemment, c'est important et je n'essaye pas de m'affranchir d'aucune responsabilité dans ce domaine, mais interrogez-vous aussi et surtout sur le rôle social et environnemental des entreprises dans lesquelles vous investissez, parce qu'il y aura une corrélation évidente à moyen terme entre leur rôle dans ce domaine et la performance pour l'ensemble des parties prenantes, y compris évidemment les actionnaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque dans la salle ? Investir utile est aussi important qu'acheter bio. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? C'est une très bonne remarque, de la même façon que... c'est une très bonne remarque, vraiment, vraiment très bonne. Je suis en train de préparer une tribune et je faisais ce parallèle-là, donc je suis agréablement surpris que vous me le fassiez. Mais de la même façon que le bio nous a ouvert les yeux sur une nouvelle forme de consommation, l'investissement dans la finance verte et les entreprises responsables dans ce domaine doit nous permettre de réagir différemment en matière de choix d'allocation d'actifs. Alors, encore faut-il que les investisseurs aient la capacité à comprendre, à faire des choix éclairés. Pour l'instant, ces politiques ou ces notations environnementales et sociétales ne sont pas unanimement pratiquées par tout le monde, mais ça commence. Il y a des agences de notation qui ont été créées dans ce domaine. Donc il faut qu'on donne l'information au public, au grand public, aux particuliers, pour qu'ils puissent faire des choix éclairés. Mais la comparaison me paraît tout à fait pertinente. Et avec un commentaire, il ne faut pas que ça soit au détriment de la performance. Moi, je crois vraiment qu'on peut combiner les deux. On ne peut pas se dire j'investis dans cette entreprise parce qu'elle est socialement et environnementalement responsable et je fais le deuil de l'investissement économique que j'avais imaginé faire. De la même façon qu'il faut que progressivement on accepte l'idée que le bio ne coûte pas plus cher. C'est juste une nouvelle forme qui va nous apparaître évidente à l'avenir. Donc je suis absolument convaincu qu'on doit réconcilier performance environnementale, sociétale et performance économique. Et je crois même que c'est mieux que ça, sur le long terme. Les entreprises qui mériteront des rendements meilleurs sont celles qui auront pris en compte l'écosystème dans lequel ils travaillent. Merci. Monsieur Goua, est-ce qu'on peut parler de plaisir lorsqu'on prête de l'argent à des entreprises ? Alors, on a une chance en tant que plateforme de presse, c'est que nous, on connaît individuellement chacun de nos prêteurs. C'est-à-dire qu'on est une entreprise cotée, malheureusement, ne connaît pas toujours qui sont ces petits porteurs. On a la chance, nous, comme ils viennent en direct, sans filtre, et on a l'obligation, bien sûr, de faire un KYC. Donc, on sait précisément qui ils sont, où ils habitent, quelles sont leurs habitudes, et on a pu leur poser la question de savoir ce qui les motivait à venir en fait, prêter de l'argent à des entreprises. Et en fait, à égalité, il y a deux choses. Un, la performance, on en a déjà largement parlé. La deuxième chose, c'est la volonté d'être acteur
de leur épargne et d'avoir un poids réel avec leur épargne. Ce qui leur plaît énormément, en fait, c'est d'avoir en direct, au creux de la main, dans leur smartphone, une liste d'entreprises qui empruntent. Je prenais l'exemple du République tout à l'heure à Lyon, la brasserie, de pouvoir voir qui est cette entreprise, qui sont les dirigeants derrière, quelle est son histoire, quels sont ses chiffres, ses grands ratios financiers. Et s'ils sont convaincus par l'histoire, littéralement, en 2 clics, de prêter entre 20 et 2 000 euros à ces projets-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui les motive énormément, c'est d'être acteurs. Et ils voient à quoi sert cet argent. Cet argent, il va servir à rénover, à embaucher, à acheter en concurrent. Donc ils voient concrètement un effet direct et sans filtre. Ça, c'est très apprécié, notamment par rapport à certains produits financiers, malheureusement, où c'est très ésotérique. Et effectivement, vous parliez du fonds en euros tout à l'heure. Indéniablement, il y a une utilité économique au fonds en euros, c'est pas ce que je veux dire, mais on ne mesure pas forcément aussi directement quelle est l'utilité économique du fonds en euros versus quand on va en direct prêter de l'argent à une PME. Ce qu'ils apprécient aussi beaucoup, et ça dans le fait d'être acteur, c'est la transparence, c'est-à-dire de savoir précisément là où ils mettent leur épargne et de savoir précisément ce que devient leur épargne. Alors, en tant que l'entreprise rembourse, il n'y a pas de problème, mais il y a surtout quand l'entreprise ne rembourse plus, quand elle a fait une difficulté. Et ça, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est que, pareil, quand vous êtes client, je peux que vous inviter à vous inscrire, vous l'avez compris, pas pendant la conférence, mais juste celle d'après, s'il vous plaît. Vous pouvez suivre en direct toutes les actions que l'on mène pour recouvrir cet argent. Donc, ils apprécient cela énormément. Si j'étais même en poil provoquant, je dirais que tout ça est presque trop facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les associations de consommateurs ont milité pour une chose, et je suis totalement en faveur, c'est de limiter le montant que vous pouvez investir par prêt sur une plateforme. Aujourd'hui, c'est 2 000 euros. Alors, il y en a qui sont contre ce 2 000 en disant que c'est trop petit, qu'il faut pouvoir mettre plus. Pour moi, il y a 2 manières de répondre à ça. Un, c'est une super protection et ça pousse à la diversification. Donc ça, je suis complètement pour. La deuxième chose, c'est que si vous y réfléchissez autrement, aujourd'hui, on a financé 500 entreprises sur l'Index. Si vous avez mis 2 000 euros sur les 500, ça fait quand même 1 million d'euros au travail. Donc je pense que ça couvre quand même le besoin de pas mal de monde, premièrement. Donc c'est vraiment, on est dans un système aujourd'hui qui est, et le côté plaisir et militant même, je dirais, est extrêmement fort. Monsieur Audouin, peut-on parler de plaisir quand on investit dans le non-coté? En tout cas, on pourrait dire qu'il y a un plaisir avec la diversité, puisque vous suivez quasiment 40 aventures en direct. Absolument. Alors, Augustin de Romanet disait qu'on avait en France un peu moins de TI que nos amis allemands, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup de PME. Et dans ces PME, il y a beaucoup de très belles entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un bon produit ou un bon service, un très bon management, mais qui sont encore des entreprises de taille relativement petite. Et on a cette chance fantastique dans une entreprise comme Eurazeo d'accompagner ces entreprises dans leur développement et d'essayer d'en faire précisément des ETI. Quand vous êtes patron d'une PME, ce n'est pas un métier facile. On se lève le matin, il faut trouver des clients, il faut livrer ou délivrer le service à ceux qu'on a déjà, il faut se faire payer, il faut gérer les questions sociales, il faut gérer les déclarations. C'est beaucoup de choses. S'imaginer qu'en plus, on va aller, par exemple, acheter un concurrent pour grandir plus vite ou se développer à l'international, ce sont souvent des marches qui paraissent hautes à franchir. Quand vous pouvez combiner une belle entreprise comme ça avec un actionnaire impliqué, c'est-à-dire un actionnaire qui va vous aider peut-être à revoir votre stratégie, qui va vous aider peut-être à recruter des talents de plus haut niveau, parce que c'est plus facile de recruter. En France, les Allemands, les jeunes diplômés allemands, ils aiment bien aller travailler dans les PME ou dans leurs ETI. En France, c'est moins le cas. Ils aiment bien aller dans les grandes entreprises. Donc pour une PME, quand on a Eurazeo comme actionnaire, c'est un peu plus facile de recruter des talents. On peut les aider évidemment à faire des acquisitions, c'est notre métier de base, déjà à les choisir, à les chercher, à les choisir, à les négocier. On peut les aider à se développer à l'international, je l'évoquais dans un certain nombre de pays, on peut le faire en Chine, on peut le faire en Amérique latine, on peut le faire en Amérique du Nord. Et puis bien sûr, s'il le faut, on peut les financer, mais ça pour nous c'est le plus facile. Et accompagner cette aventure dans chacune de ces entreprises, c'est une aventure fantastique. Et ça permet vraiment de faire en sorte que 1 + 1 fasse plus que 2. Donc il y a une vraie contribution au développement de l'économie de nos métiers, pas que Eurazeo, peut-être on reparlera tout à l'heure des chiffres du private equity, mais aujourd'hui ce sont plus de 7000 entreprises en France qui sont accompagnées par des investisseurs en private equity. Donc il y a un vrai plaisir, et ça je crois que c'est très important. C'est important pour nos équipes parce que au fond c'est ça notre goodwill, c'est ça notre
valeur, c'est la valeur des équipes, qui sont très fidèles chez Eurazeo. On a une ancienneté moyenne qui est importante. Chaque année, elle gagne un petit peu en expérience. Et ce plaisir professionnel est multiplié par notre engagement RSE, qui est une source de fierté pour toutes nos équipes. Eurazeo a commencé à s'investir dans les sujets de RSE il y a très longtemps, il y a plus de 12 ans, à un moment où personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est à la mode, aujourd'hui tout le monde en parle, on voit des fonds RSE, mais il y a 12 ans, personne n'en parlait. On a travaillé pendant quelques années sans communiquer particulièrement. Aujourd'hui, on communique un peu plus. Dans le document de référence, dans le chapitre 2, il y a le détail de tout ce que nous avons fait dans chacune de nos entreprises en matière de RSE. Il y a les résultats chiffrés de cette politique de RSE. Et ça, je crois que c'est très important. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Eurazeo est la seule société d'investissement cotée dans le monde qui figure dans les 5 principaux indices RSE. Merci. Est-ce qu'on peut nous parler de plaisir lorsqu'on échange avec l'AMF? Je ne relèverai pas. Le plaisir, oui, on peut en parler. Nous avons fait une étude sur les freins psychologiques à l'investissement de long terme. Et ce que nous avons noté, c'est que lorsqu'on parle d'épargne, on a parlé d'épargne de précaution, on a parlé d'épargne pour la retraite, des choses sérieuses. Et puis, ce que nous disent les épargnants, c'est l'épargne plaisir. Mais l'épargne plaisir, pour eux, c'est de l'épargne de très court terme. Est-ce que c'est de l'épargne ? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça pose bien le sujet de l'allongement de l'horizon d'investissement pour l'ensemble de nos concitoyens. Et cette notion de plaisir, je pense qu'il faut qu'elle soit travaillée en matière d'éducation financière, sachant que moi, je note, lorsqu'on rencontre les actionnaires individuels, qu'ils prennent réellement du plaisir. Plaisir à construire leur portefeuille, plaisir à suivre les entreprises, plaisir à comprendre les produits, la stratégie, à se projeter quelque part. Il y a un affectio societatis qui est extrêmement fort et on a plutôt des actionnaires individuels heureux à la condition qu'ils diversifient bien évidemment leur portefeuille. Sur l'éducation financière, pour faire le lien avec ce que disait M. Goua, ce que l'on sait également, c'est que pour accompagner des changements, des évolutions pour les adultes, il faut passer effectivement par des notions de plaisir et puis par des notions d'expérimentation. Il faut qu'à un moment donné, on soit dans le concret. Je pense que c'est une partie de ce qui ravit les actionnaires individuels, c'est déjà d'être dans le concret. Nous avons constaté à l'AMF, avec les professionnels de la place, les associations, qu'il y avait des zones où finalement il y avait une certaine passivité par rapport à l'épargne, notamment concernant un champ qui est très important, qui est l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est plus de 8 millions de Français, ce sont des sommes tout à fait conséquentes. Et une anecdote sur actionnariat, une personne qui vient me voir et qui me dit « J'ai ça en épargne salariale, est-ce que c'est mon épargne? Est-ce que je peux y toucher ?» Bon, c'est assez révélateur, mais cette anecdote vous montre bien qu'il y a des zones où il peut y avoir de la passivité. Et donc, nous avons pris le taureau par les cornes, et avec le ministère du Travail, le ministère de l'Économie et des Finances, avec l'AFG, avec la Finance pour tous, qui est le partenaire historique en matière d'éducation financière de l'AMF, avec des associations, nous avons monté, il y a 2 ans maintenant, la semaine pédagogique de l'épargne salariale, avec un objectif, c'est devenez acteur de votre épargne. Et ça passe par de l'information, ça passe par de la pédagogie. Nous avons créé un site pour les salariés et les employeurs d'ailleurs, pour enclencher un peu ce mouvement. Et puis, deuxième exemple, à partir de la semaine prochaine, s'ouvre la World Investor Week, qui est une initiative internationale du régulateur, de l'ensemble des régulateurs de valeur. Et là aussi, c'est une semaine de pédagogie pour aider, parce que les sujets que l'on rencontre sur l'investissement de long terme, ils touchent un peu tous les pays du monde, et une semaine de pédagogie, d'éducation financière, où les investisseurs, les régulateurs s'impliquent pour développer des actions de pédagogie financière. Et nous, notre conviction à l'autorité des marchés financiers, c'est qu'on ne peut le faire qu'avec les professionnels, parce que c'est vous qui connaissez les clients, c'est vous qui jouez un rôle pédagogique et qui pouvez agir. Ce que l'on constate également, c'est que sentir que sa finance, son épargne est utile, c'est un très très beau vecteur
pour tout cela. Alors, on peut avoir une épargne utile parce qu'on finance des entreprises, des projets, des développements avec du concret. On peut avoir une finance d'impact également, on parlait de l'ISR, des critères ESG, et là, selon également ce que l'on souhaite, donc ça c'est très très intéressant. Et puis, il y a la finance solidaire, qui est une autre forme d'utilité, et pour beaucoup, et sans pour autant lâcher l'aspect de rendement, qui est important pour un épargnant, permet également de créer ce sentiment d'utilité et quelque part de confiance. Donc ça, ce sont de vrais leviers que nous avons identifiés, sur lesquels nous travaillons. Et je dirais ce que j'attends de la profession de conseiller, c'est que là-dessus, ils nous accompagnent en creusant les objectifs de leurs clients et en ouvrant non seulement sur le long terme, mais en ouvrant aussi sur cette notion d'utilité, de plaisir peut-être, mais d'utilité. Merci. Donc on a vu cette notion de performance, de plaisir. On va aborder maintenant la notion de pression. Et là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions sur cet aspect. On va peut-être poursuivre avec vous, Madame Castanet, sur ce qu'on appelle la pression, l'importance du ratio risque-performance. Est-ce que vous voulez développer? Investir, c'est toujours risqué. Apprendre à marcher, c'est toujours risqué. Donc, parler d'investissement sans risque, ce n'est pas de l'investissement. Et là encore, j'insiste sur la notion de risque. Le risque, c'est l'aléa économique. Normalement, quand tout se passe bien, c'est l'aléa économique et c'est la prise en compte du temps. Donc, c'est très essentiel également que par rapport à tout cela, il y ait cette notion, le risque, c'est l'aléa économique, le rendement, c'est la prime versée parce que vous prenez ce risque. Donc des rendements sans risque, ça n'existe pas. Il faut nous aider à tordre le cou à ces idées sur lesquelles surfent des personnes assez indélicates. L'investissement sans risque n'existe pas. Un risque extrêmement minoré alors que l'on vous promet des rendements très alléchants, ça n'existe pas. Si en plus, vous, en tant que CGP, on vous promet des commissions extrêmement importantes, je dirais, tenez-vous à l'écart, n'y allez pas. N'y allez pas. Sur ces promesses alléchantes, on voit qu'en général, ils surfent sur quoi? Il y aurait une martingale des marchés financiers. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Ça, il faut vraiment le marteler et que tout le monde en ait bien conscience. Et on voit d'ailleurs avec la puissance Internet, avec ses capacités à joindre les gens, y compris dans leur intimité avec le smartphone, le développement d'arnaques. Alors, les arnaques, elles ont toujours existé, elles se développent parce qu'il y a des moyens plus puissants de communication. Elles se développent également parce que le particulier laisse assez facilement ses coordonnées sur Internet et derrière, il se fait rappeler. Et là, dès qu'on entre dans une communication téléphonique, le danger est très, très grand de manipulation. Vous avez des escrocs qui appellent les gens 7 à 8 fois par jour, qui les appellent la nuit. Donc, et chaque fois qu'il y a de la mauvaise commercialisation ou des arnaques, on sait que le téléphone est central, est un pivot central par rapport à tout cela. Je vous disais, les arnaques, elles existent, elles se suivent. On a eu le forex, les options binaires, on a eu le diamant d'investissement dans les biens divers. Aujourd'hui, on est sur des arnaques aux crypto-monnaies. On est très inquiet. Depuis le 1er janvier de l'année, nous avons eu 31 millions d'euros déclarés perdus par 705 épargnants qui nous ont appelés sur notre centre épargne info-service. C'est inquiétant, nous nous mobilisons, nous alertons et je vous remercie de faire la même chose parce que votre client, il peut devenir victime. Les méthodes commerciales sont absolument redoutables, les techniques marketing sont très pointues, les gens sont ciblés pour être des victimes et là-dessus, vous pouvez, parce que vous connaissez bien votre client, éviter qu'il ne devienne la victime de ces personnes. Merci. Monsieur Boursier, là, j'ai une question. On parle beaucoup d'une nouvelle crise qui arriverait. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est vrai que quand on parle de performance boursière, les performances sont alléchantes, mais on le sait qu'en bourse, il y a des cycles plus courts que dans l'immobilier.
Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une crise? Éventuellement, c'est peut-être pas aujourd'hui le bon moment pour investir. Est-ce qu'il faut attendre? Comment vous percevez un petit peu le contexte des marchés? Je trouve que les marchés sont en général assez amnésiques. Nous, on se bagarre quand on fait des acquisitions contre des fonds ou des gens qui ont un prisme beaucoup plus financier que le nôtre, qui sommes des industriels qui investissons, j'ose pas dire pour l'éternité, mais quand on fait le choix de rentrer dans tel ou tel pays, on y est là pour des décennies. Et les gens sont en général assez amnésiques parce que moi qui travaille chez Suez depuis 20 ans, on a évidemment vu des cycles économiques très importants et nos métiers sont, je vous l'ai dit, corrélés à des trends extrêmement long terme pour les activités municipales, mais évidemment corrélés à des cycles économiques pour les activités industrielles. La production de déchets est corrélée à la consommation des ménages et à la production industrielle dans les pays dans lesquels on est. Et donc on est dans un moment à l'heure actuelle où les actifs sont très élevés. Le numéro 3 français de l'eau a été acheté par un fonds familial non coté suédois, mais à un multiple de 11 fois l'EBITDA, ce que nous n'avions jamais connu sur les marchés français de l'eau. Et pourquoi est-ce que le prix est très élevé? Le prix est très élevé parce que les leverages associés sont très élevés. Et donc, l'acheteur a dû mettre probablement entre 6 et 7 fois de tour d'EBITDA en dette. Et évidemment, le recours à l'equity a été extrêmement limité. Donc ça, on l'a connu entre 2005 et 2008. Entre 2008 et 2012, tous les financements agressifs qui avaient été faits autour des actifs de l'environnement, mais de plein d'autres actifs, évidemment, sont des sujets qui ont été très très mal débouclés, avec des pertes très importantes pour les porteurs de parts de dette et les investisseurs en equity. Moi, je voudrais vous dire, quand on parle de pression, ça m'évoque deux choses. C'est la pression que vous avez quand vous investissez, vous, et vous dites est-ce que j'ai fait un choix, un bon choix, et puis il y a la pression du management qui est soumis à une pression de la bourse, pression qui est importante dans la mesure où nos résultats étant trimestriels, vous n'imaginez pas à quel point un paramètre qui dévie de 1,5% est automatiquement extrapolé par les marchés financiers. Donc quand ça dévie de 1,5% à la hausse, les gens s'enthousiasment et le cours de bourse peut prendre 3 ou 4% sans aucune raison. Et à l'inverse, quand il y a un paramètre qui dévie un tout petit peu à la baisse, les gens extrapolent une catastrophe absolue, alors que dans un groupe où il y a près de 100 000 salariés, où on intervient dans 80 pays, vous imaginez qu'il y a plein de paramètres économiques qui bougent. Si j'ai une recommandation à vous donner, au-delà de la conviction que vous avez que la société dans laquelle vous investissez est un leader sur un marché et sur un marché porteur, il faut que vous donniez du temps. Il faut que vous n'ayez aucune pression sur le temps et la disponibilité de l'investissement que vous faites. Et si vous investissez avec la liberté de vous dire je peux rester 2 ans, 5 ans, 10 ans, si jamais tout se déroule pas exactement comme prévu, ce temps est un élément important. Je conclue juste sur une chose, je vais vous donner une anecdote. 80% des mouvements sur le cours de bourse de Suez ne sont pas liés à des événements de Suez. 80% des mouvements sur le cours de bourse sont liés à des éléments macroéconomiques généraux. Donc la Fed monte ses taux de 25 points de base ce matin, le cours de bourse de Suez va être sous pression, alors que ma dette est fixée pour les 5 prochaines années, ça n'aura pas le moindre impact en PNL. Donald Trump, au cours de ces discussions, au cours de l'été, a fait une guerre commerciale avec la Chine d'un côté et une guerre commerciale avec la Turquie de l'autre. Vous allez vous dire, mais en quoi ça affecte Suez? Il s'avère que la Chine et les États-Unis s'étant bagarrés sur des taxes sur un certain nombre de produits, la contre-décision chinoise a été d'interdire les importations en Chine de papier trié provenant des États-Unis. Conséquence, les Américains qui exportaient en Chine vont exporter en Europe, et donc le prix du papier et du carton recyclé en Europe va baisser. Idem avec la Turquie. La Turquie, troisième importateur de métaux recyclés dans le monde. Crise économique en Turquie. Les aciéries turques vont importer moins de matériaux, de métaux recyclés qu'autrefois. Donc on va assister par 2 décisions politiques qui, a priori, n'ont aucune raison d'impacter Suez. On va probablement avoir un impact sur nos résultats de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros.
Donc on est dans un environnement macroéconomique. Oui, je crois qu'on pourrait assister à un certain ralentissement. Par bonheur, on ne le voit pas à l'heure actuelle en Europe, mais en tout cas, il faut être très vigilant au cycle économique quand on investit, puisque pour une entreprise comme Suez, je le rappelle, 80% des mouvements sur le cours de bourse ne sont absolument pas liés à des événements que l'on maîtrise. Voilà. Merci. Monsieur Audouin, j'ai une question pour vous. Vous parlez des success stories. Qu'en est-il des projets qui rencontrent des problèmes? Comment Eurazeo fait face à cela? Ça nous est arrivé. Où sont vos échecs? Ça nous est arrivé, heureusement pas trop souvent, mais on a quelques sociétés qui n'ont pas été des grands succès. On a cédé cet été, par exemple, un investissement qu'on avait fait dans une affaire de mode qui s'appelle Desigual, et nous avons perdu une partie de notre investissement dans Desigual. Après, c'est une question de moyenne. Au cours des 15 dernières années, on a investi dans un grand nombre d'entreprises. On en a encore 40 aujourd'hui dans le portefeuille, hein. Et si je fais la moyenne de nos retours sur tous les investissements, j'en élimine aucun, que nous avons réalisé depuis 2002, c'est-à-dire sur 15 ou 10 ou 16 ans, jusqu'à aujourd'hui, la moyenne cash on cash est autour de 2 fois. Mais voilà, je crois que le risque, il fait partie de notre métier. On y est très vigilant, et ça, je voudrais insister là-dessus. On est tout à fait conscient des risques de notre activité. Donc, on essaye de les mitiguer de plusieurs façons. La première, c'est par une profondeur d'études avant d'investir. Ça peut prendre parfois plus d'1 an d'études d'une équipe et de consultants avant de se décider à investir dans une société. La seconde, bien sûr, c'est la diversification. Donc, ces 40 entreprises que nous avons aujourd'hui, et c'est même beaucoup plus aujourd'hui, parce que depuis que nous avons investi dans une autre société de gestion qui s'appelle Idinvest, dont on a pris 70% au mois d'avril, et dans un grand investisseur transatlantique qui s'appelle Rhône Capital, le nombre d'entreprises en réalité est beaucoup plus important. Troisième élément, c'est la structure financière. Ça, c'est très important. Jean-Marc évoquait le risque lié à la dette, et il a complètement raison. Dans notre activité, nous, on reste prudent sur les questions de dette. On a des dettes, bien sûr, dans certaines de nos sociétés. Dans d'autres, on n'en a pas, quand on pense qu'il y a effectivement un vrai besoin de capitaux pour développer les entreprises. Il ne faut jamais que la dette ne constitue pour nos sociétés un frein à leur développement. Et comme je le disais tout à l'heure, au niveau d'Eurazeo, nous n'avons pas de dette structurelle et nous n'en voulons pas. Ça, c'est très important parce que ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'on n'est jamais obligé de vendre un actif pour rembourser une dette, je l'ai déjà dit. Le second, c'est que si on doit traverser des cycles, on peut au fond transformer une période qui va être une période de stress en période d'opportunité. C'est-à-dire qu'on pourra, grâce à nos capacités financières, aider certaines de nos entreprises, lorsque c'est pertinent pour elles, à faire des acquisitions au bon moment du cycle. C'est ainsi, par exemple, que nous avons aidé une de nos sociétés, le groupe Elis, dans la propreté, en 2008-2009, à acheter les actifs espagnols d'un de ses concurrents européens, qui s'appelle Rentokil, qui avait besoin de cash, qui n'en trouvait plus sur les marchés, parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, les banques n'étaient plus là, et se constituer une position en Espagne qu'ils ont complétée ensuite, et aujourd'hui, ils sont numéro 1 également en Espagne. Donc des cycles, on en a traversé un certain nombre. Il y a quelques invariants. Le premier, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup moins d'activités contracycliques qu'on veut bien le dire. La réalité, c'est que pendant un cycle économique, presque tout le monde est impacté. Mais la deuxième, c'est qu'à la sortie du cycle, les forts ressortent plus forts et les faibles sont soit affaiblis, soit ont disparu, soit ont été rachetés. Et je crois que pour ces raisons-là, c'est extrêmement important de garder une structure financière très solide. Enfin, on travaille, mais ça c'est pour l'intérêt de nos actionnaires, bien sûr, on travaille, grâce notamment à des contrats de liquidité, mais pas que, à développer la liquidité du titre et à réduire la volatilité pour faire en sorte que ce soit un peu moins risqué. Enfin, je voudrais terminer par une chose, si vous le voulez bien, et je rebondis là aussi sur un propos que vient de tenir Jean-Marc. Moi, je pense que les marchés boursiers ne sont pas des marchés parfaits au sens mathématique du terme, parce qu'ils sont amplifiés par des sentiments qui n'ont pas toujours de fondement économique. C'est ce que disait Jean-Marc. Une nouvelle qui n'a rien à voir avec Suez peut impacter le cours de Suez de façon importante.
Notre actif net réévalué, qui est le principal critère d'appréciation dans une société d'investissement, puisqu'on est là pour créer de la valeur pour nos actionnaires. Donc évidemment, on mesure semestre après semestre cette création de valeur au travers de notre actif net réévalué. Celui-ci est beaucoup moins volatile que la bourse et les acteurs de notre secteur sont moins volatiles souvent que les investisseurs boursiers. C'est-à-dire que lorsque un industriel ou un autre investisseur financier va nous racheter une entreprise ou lorsque nous rachetons une entreprise, on va analyser en profondeur les fondamentaux économiques de cette entreprise et en fonction de ces fondamentaux, on va déterminer un prix. Et on ne va pas déterminer ce prix en fonction du fait que la Fed vient d'augmenter ses taux de 25 points de base. Donc il y a une rationalité, une pertinence, une permanence dans les critères d'appréciation, je pense, qui est plus importante et qui conduit à plus de stabilité dans notre activité. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Goua. J'ai envie de vous dire, bon, vous prêtez de l'argent à des entreprises, mais si on vient vous voir, est-ce que ça ne veut pas dire finalement que l'entreprise n'a pas réussi à convaincre son banquier de financer son projet? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faillite un peu plus important? Parlez-nous de vos pressions. La question me fait tousser. Non, alors, effectivement, c'était la vision initiale et ça a été, il y a eu beaucoup d'attaques contre la FinTech et puis contre les plateformes de prêt au démarrage, notamment venant des banques, et disant c'est très simple. Je me rappelle de cette image d'un banquier, membre du COMEX d'une grande banque française. Je suis rentré dans son bureau, il me dit, voyez la poubelle là-bas? Je fais oui. Il me dit, vous allez manger dedans, vous allez vous intoxiquer et vous allez vite mourir. Bon, le fait est qu'on est toujours vivant et on n'a pas mangé sa viande avariée. Je lui expliquais, non, on ne veut absolument pas manger dans votre poubelle, on veut manger à votre table. Et reconnaissez juste une chose, c'est que vous laissez pas mal de reste dans votre assiette. Et en fait, l'image du banquier qui effectivement servirait 99% des gens qui viennent le voir est totalement fausse. C'est la même stat qu'ont les boîtes à bac, vous savez, 99% de taux de réussite au bac, sauf qu'on dissuade les gens de venir se présenter à l'examen. Et je pense que la meilleure preuve de cela, c'est regarder qui a emprunté sur l'index. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu avoir, je le répète, cet acte fort au démarrage, je veux dire, avoir Alain Ducasse, entreprise qui vient emprunter sur l'INDIX, c'était précisément passer le message de dire, regardez, c'est quelqu'un qui a priori n'est pas un rejeté du système bancaire, pourquoi viendrait-il emprunter? Eh bien, il vient emprunter pour la même raison que Suez n'emprunte pas qu'auprès des banques, enfin, je parle sous votre contrôle, mais en tout cas que des grands groupes n'empruntent pas qu'auprès des banques, mais diversifient leurs moyens de financement et font appel, effectivement, à la désintermédiation et diversifier leur financement. Ça fait bien longtemps que les entreprises de taille importante, en fait, se tournent vers les fonds de dette privés, vers les émissions, etc. Donc, on veut amener cette sophistication financière qui est inaccessible aux PME, c'est ce qu'on veut amener avec l'INDIX. Ceci dit, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc, bien évidemment, dans les entreprises qu'on finance, il y en a qui connaissent des difficultés. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Il y a deux types de difficultés. Il y a l'entrepreneur honnête, qui fait face effectivement à une difficulté, peut-être un client qui le paye moins bien, qui a de la peine à rembourser sa dette. Avec cela, il faut être extrêmement, je pense, bienveillant, et ça ne sert à rien d'appuyer sur la tête de quelqu'un qui est en train de se noyer. Il faut rééchelonner sa dette, il faut l'aider à maximiser les chances de, in fine, vous repayer. Et puis il y a les fraudeurs. Et là, les fraudeurs, je voudrais vraiment en parler parce que c'est souvent un sujet un peu tabou, la fraude. Et ceux qui se sont fait frauder auraient tendance à ne pas vouloir le dire comme si c'était un peu une honte. Et je pense qu'il ne faut absolument pas avoir cette attitude. Je vais vous donner quelques chiffres sur le sujet. On n'est pas très vieux, vous l'avez compris, premier prêt mars 2015. On a néanmoins déjà été fraudé 3 fois. 3 fois. Dans 2 cas, il y en a un qui est en cours en ce moment, dans 2 cas, on a réussi à récupérer 100% de la mise en étant intransigeant avec les fraudeurs, c'est-à-dire en n'hésitant pas à aller au contentieux extrêmement violent avec eux, au point d'en faire mettre 3 en prison. Et ça, je pense que c'est une attitude qu'on doit avoir, et tous communément, quand on est dans l'univers du financement, d'être intransigeant avec les fraudeurs. Parce que ce qu'il faut avoir conscience, ce dont il faut avoir conscience, c'est que les fraudeurs, c'est 1% de la population qui emmerde les 99 autres %. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, quand vous allez, prendre un exemple, mais dire à votre assurance que vous avez un sinistre, vous avez déjà remarqué comme ils vous traiteraient comme un potentiel fraudeur qui aurait peut-être simulé un vol ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils sont, ce pourcent-là nous pourrit la vie à tous. Et ça, je l'ai vécu de manière très forte sur la première fraude qu'on a eue. Il n'y a bien sûr pas que l'Endix qui s'est fait frauder dans cette affaire. Il y avait 2 banques, une banque publique, 2 leasers. Eh bien, la tentation assez naturelle de tous les autres acteurs, c'est de n'avoir rien fait, d'avoir mis ça sous le tapis, de n'avoir jamais en fait, vraiment mené l'action en justice. Ils ont passé ça au service contentieux sans que ça prospère. Nous, à l'inverse, on a fait une saisie conservatoire non contradictoire, c'est-à-dire qu'on a gelé tous les comptes bancaires des fraudeurs et on allait se servir sur leur compte en banque et on les a fait mettre en prison. Inutile de vous dire que ça nous a coûté très cher, que économiquement, c'était une décision stupide.
mais on veut clairement faire savoir que la fraude ne passera pas chez nous. Et c'est pour ça que j'en parle très ouvertement. On n'a absolument pas envie d'avoir ce genre de clientèle chez nous, et on le fait savoir, s'ils viennent, on sera intransigeant avec eux. Et là, je rejoins le propos de Mme Castanet tout à l'heure. Il faut savoir que le digital amplifie la fraude. Alors, pas simplement pour les acteurs comme nous, pour FinTech, mais pour l'ensemble du secteur financier. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on est tous à demander des cabis originaux aux entreprises qui viennent emprunter chez nous. Ça fait partie des éléments de vérification, et on est tous très contents d'avoir un cabis qui monte 1 million d'euros de capital social. Entreprise solide, originale. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui que de fabriquer un faux cabis. Je vais vous donner un exemple. Vous allez à l'agence, peu importe, bancaire, je ne sais pas, une agence BNP pour prendre un nom au hasard, vous allez créer une société avec 1 euro de capital social, c'est possible aujourd'hui, vous allez ressortir avec un certificat de dépôt des fonds. Mettez ça dans votre scanner, très facile de rajouter quelques zéros pour avoir un certificat de dépôt des fonds d'1 million d'euros. Vous allez ensuite au greffe à Lyon, vous donnez ça au greffier et vous ressortez avec un cabis avec 1 million d'euros de capital social. À aucun moment, les greffes ne peuvent appeler aujourd'hui, parce qu'ils n'en ont tout simplement pas le droit, pas les outils, appeler la banque pour vérifier qu'il y a vraiment 1 million d'euros sur le compte en banque. Il n'y a aucune vérification de fait. À l'heure de la technologie, ce serait tellement simple d'avoir une API pour vérifier que cet argent est réellement déposé sur le compte en banque. Et des trous comme ça dans la raquette, il y en a, mais des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de frauder. Vous parliez effectivement des réseaux sociaux, du digital, du mobile. Juste, moi, à ma petite échelle, j'ai des faux profils Facebook qui reprennent mes photos et qui vont demander à des épargnants, sachant que voilà, je travaille chez Lendix, leur pièce d'identité, leur justificatif de domicile, pour tout simplement avoir des éléments pour ensuite aller mener des fraudes avec des usurpations d'identité. Donc la fraude, elle est vraiment partout. Mais encore une fois, elle est partout, mais je ne suis pas pessimiste par rapport à la fraude, parce qu'elle n'est pas partout. On ne vit pas dans un monde de gens malhonnêtes. Il n'y a encore une fois qu'un % de gens qui sont malhonnêtes. Et c'est ce %-là qu'il faut mettre hors de nuire. Je pense qu'on a une responsabilité collective, et là je vous en appelle à tous. Quand vous êtes victime de fraude, vous êtes globalement dans l'univers financier ici, soyez intransigeants, allez au bout des choses, mettez les gens hors de nuire. Les personnes que l'on a fait mettre en prison avaient bien sûr commis des fraudes. Une avait même été le responsable, alors je serais sympa, on est quand même dans un environnement très public ce matin, le responsable du contentieux d'une grande banque française. Il avait été licencié sur une simple transaction, mais il avait déjà volé dans cette banque. Aucune indication sur son casier judiciaire. Monsieur Voilà, Boursier, donc je pense qu'on a une responsabilité à aller au bout de la chose sur ce sujet. Je ne vais pas rebondir sur la fraude. Olivier en parle avec des trémolos dans la voix. Je voudrais rebondir sur votre question. Elle me paraît extrêmement franco-française. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on recherche de l'equity parce que, petit ou grand, on a du mal à trouver de la dette ? Il me semble que c'est exactement l'inverse. Pour les entreprises telles que les nôtres, trouver de la dette, c'est facile, l'equity, c'est plus challenging. Mais cette question, elle est complètement franco-française. Suez a investi dans 2 startups américaines. C'est très facile de trouver de l'equity aux États-Unis. C'est très facile d'accompagner les entreprises dans un monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, ils sont plus désireux de trouver de l'equity et d'accompagner leur croissance de cette manière, quitte à se diluer un tout petit peu dans leur tour de table, plutôt que d'aller chercher de la dette avec les contraintes bancaires que cela génère. Je crois qu'on a une capacité d'enthousiasme dans d'autres pays qui est beaucoup plus forte que nous. On est probablement un peu frileux, un peu cartésien. Aux États-Unis, on réfléchit beaucoup à la croissance et aux perspectives de sortie dans un horizon de moyen terme que forcément à la rentabilité à très court terme, et on accepte de financer des entreprises qui vont consommer du cash encore pendant quelques années. Vous connaissez l'histoire par cœur. Uber, ça a probablement une valorisation autour de 20 milliards de dollars. Ça n'a toujours pas généré 1 euro de résultat. Et pour autant, les gens se disent, je suis dans une course de vitesse, il faut que je prenne des parts de marché. Quand j'aurai la part de marché qui me convient, j'aurai la capacité à augmenter les prix et à me rendre rentable. Quand on veut financer des projets, c'est souvent plus facile à l'extérieur de France qu'en France. Donc il faut redonner à nos concitoyens le goût du risque et la capacité qu'ils ont à s'enthousiasmer sur les entreprises petites ou grandes qui ont les meilleures perspectives. Justement, terminons avec vous sur la notion de partage. Ce sera notre 4e P après performance, plaisir et pression. En quoi investir dans une entreprise, eh bien, ça fait rayonner l'entreprise France. Monsieur Boursier, est-ce que vous voulez conclure votre intervention là-dessus ? Dans les métiers de l'environnement, on a la chance d'avoir, 1, les 2 leaders mondiaux, et 2, un foisonnement de start-up absolument incroyable. Dans un monde où on doit inventer un avenir à nos déchets,
Je pourrais vous donner des multiples exemples de ce à quoi on rêve. Demain, avec des déchets organiques, on va pouvoir produire de l'hydrogène ou du biogaz. On va devenir un concurrent de Monsanto en produisant des biofertilisants d'origine agricole. On va transformer les plastiques. Bon, malheureusement, ça, c'est 100% en plastique vierge. Dans quelques années, ça sera à minima 50% de plastique recyclé. Et donc, on a la chance d'avoir un écosystème de gens qui réfléchissent à tout ça et qui ont besoin de votre soutien. Le partage CSUS, c'est la conviction que l'on a que nos métiers sont extraordinaires, qu'il ne faut pas être égoïste. On n'inventera pas l'avenir tout seul. Il faut qu'on arrive à développer tout ça avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est nos salariés, nos clients, mais également les collectivités territoriales dans lesquelles on intervient. Si je peux juste dire un mot sur Lyon, parce que votre ville me fascine. On a fait 3 inventions absolument magnifiques à Lyon. Nous, on n'est pas une entreprise mondiale, on est une entreprise multilocale. On est lyonnais à Lyon, chinois en Chine et indien en Inde. On a fait 3 inventions à Lyon. On a développé le véhicule électrique parce que vos élus voulaient diminuer la pollution dans la ville. 2, on a développé la notion de déchetterie fluviale. Une déchetterie fluviale, c'est le concept, si vous n'allez pas à la déchetterie, parce que le terrain a tellement de valeur à Lyon que les déchetteries sont repoussées de plus en plus loin dans l'agglo, donc à la fin des fins, si vous devez faire 5 km pour apporter vos déchets, ces 5 km, vous ne les faites jamais. Donc le concept, c'est si vous n'allez pas à la déchetterie vient à vous, et en plus, elle a un moteur propulsé par hydrogène avec une magnifique partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône. Et 3, on a inventé... Votre ville est la plus dynamique en matière de robotique en France. Et donc, on a inventé des robots qui se baladent dans les canalisations pour détecter et réparer les fuites dans les réseaux. Donc, c'est ça la notion de partage. C'est de se dire, on n'inventera pas l'avenir tout seul. Il faut que, avec les élus, avec les entreprises du territoire, les petites, les grandes, avec les citoyens, moi, je crois beaucoup que l'avenir se créera par les citoyens. Et l'ensemble des plateformes digitales et des réseaux sociaux va nous forcer à voir l'avenir différemment. Donc, une entreprise responsable, c'est une entreprise qui pense à l'ensemble de son écosystème avant de décider de ses investissements. Monsieur Audouin, comment on peut faire rayonner l'entreprise France en investissant dans les entreprises ? Déjà en développant toutes ces entreprises, comme on le disait tout à l'heure, le private equity en France, c'est 7200 entreprises accompagnées, souvent d'ailleurs à des moments cruciaux de transition capitalistique ou managériale, donc c'est particulièrement important. Et puis c'est en accompagnant effectivement leur développement. Sur 7 ans, les entreprises qui sont accompagnées par des investisseurs en capital ont vu une croissance de leur chiffre d'affaires de 40%, quand le PIB français a cru de 15% sur la même période et l'OCDE a progressé de 28%. Si je le traduis en emploi, c'est 30% de plus de création d'emplois, alors que sur la même période, le secteur marchand français a progressé de 1,4%. Donc je crois que c'est une vraie contribution au développement de l'économie. Et puis, il y a aussi des aventures plus spécifiques. Il y a 1 an et demi, on a racheté un portefeuille d'une douzaine de marques iconiques françaises, par exemple, comme Carambar, Créma, La Pie qui chante, le chocolat Poulain, les pastilles Vichy. On a racheté 5 usines en France également. On est en train d'investir 20 millions d'euros pour ramener ces usines au meilleur niveau et rapatrier en France toutes les fabrications de ces produits qui sont des marques iconiques françaises. Une partie de la fabrication a été faite précédemment dans les pays de l'Est pour les ramener là où elles devraient être et ça contribue aussi au rayonnement. C'est aussi un peu ça, la France. Merci. Monsieur Goua, en quoi on peut faire rayonner l'entreprise France ? Alors, l'Endix ne se veut pas une entreprise française, mais une entreprise européenne, puisque ce monopole bancaire qui a sauté en France, je ne l'ai pas encore précisé, mais c'est ouvert également dans tous les autres pays d'Europe continentale. Aujourd'hui, l'Endix est présent en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et bientôt en Allemagne. Et ce qui est fantastique, justement, c'est de créer cette Europe de l'épargne. On dit qu'on crée l'Erasmus de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être italien, prêter au bar Le République, pour rester sur mon exemple lyonnais, en quelques clics. Et vous, comme vous êtes des professionnels d'épargne, vous savez normalement combien c'est compliqué pour, par exemple, en italien ou en espagnol, de venir acheter quelque part un produit d'épargne en France. Et ça, on le simplifie totalement. Et notre grande sujet de fierté, c'est qu'on pensait qu'il y aurait du chauvinisme dans l'investissement, c'est-à-dire que les gens investiraient local, pensant toujours que ce qui est en dehors est un peu moins bien, surtout si c'est au sud. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout. On s'aperçoit que sur un projet français, il n'y a pas plus de Français qu'il n'y en a sur un projet espagnol, italien notamment. Donc il y a une vraie communauté de l'épargne européenne qui est en train de se créer. Il n'y a pas beaucoup en fait, de produits d'épargne comme ça qu'on peut jouer au niveau européen. Donc nous, on est profondément européens dans nos valeurs et on y tient beaucoup. Madame Castanet, est-ce que vous voulez bien conclure cette conférence avec cette notion de partage ? Oui, l'utilité de la finance, je pense, n'est plus à démontrer. On a eu beaucoup d'exemples là pour les grandes entreprises, pour les petites, pour les moyennes, pour retenir les compétences, comme le disait Augustin de Romanet. La question de la confiance est tout à fait essentielle et il y a un secteur d'activité dont on parle finalement pas tant que ça aujourd'hui, c'est le secteur financier. Ce sont aussi des entreprises. Et moi, je voudrais saluer ce secteur financier qui est un secteur développé en France, qui crée aussi beaucoup d'emplois, parce que c'est aussi sur lui que repose la confiance, et notamment sur les conseillers qui, effectivement, en proposant de financer l'entreprise, les entreprises, vont tenir compte, encore une fois, de l'ensemble des objectifs, du profil de risque, vont offrir une diversification raisonnable, de telle sorte à ce que tout le monde puisse, à la fois les entreprises se développer et les épargnants pouvoir préparer leur avenir. Merci beaucoup, c'était une belle conclusion. Je vous souhaite un très bon patrimoniat sur ces 2 journées. Et merci beaucoup pour vos questions.